Bonjour, messieurs, dames. Très heureux de vous retrouver ici. Première visite à l'île. Est-ce qu'il y en a, c'est votre première visite ici ou il y en a qui sont vétérans? Est-ce qu'il y en a, ça fait plusieurs fois que vous venez à l'événement ici? Oui, plus. Bon, fantastique. J'ai été dans les premiers balbutiements d'InCyber à Montréal lorsque ça a pris forme en 2022. Et ça se poursuit tranquillement, pas vite. Et c'est l'idée de ramener, de faire une concentration, évidemment, de tout ce qui est travail de la cybersécurité et nommément les éléments de recherche. Ce que je veux vous entretenir ici aujourd'hui, c'est un élément que beaucoup de gens laissent de côté ou du moins prennent pour acquis et que c'est pas plus grave que ça, que si jamais ça se passe ou ça se passe pas. Tous ces éléments-là, ces constats sont basés sur l'expérience que j'ai acquis à travers la vie. Je suis un militaire de formation et après coup, j'ai travaillé dans l'entreprise privée et tout récemment comme sous-ministre adjoint à la cybersécurité du ministère de la cybersécurité du Québec. La seule province, en fait, au Canada qui a un ministère de la cybersécurité, quand même assez unique. Ce qui fait en sorte que ça amène en avant-plan le besoin d'avoir et d'établir que la cybersécurité, ce n'est pas juste un sujet d'arrière-plan, c'est vraiment quelque chose de mainstream, donc de premier plan. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que la guerre cognitive, c'est vraiment le travail pour influencer les cerveaux. On a commencé, ça a été commencé, je veux dire, il y a très longtemps, avant même, durant toute l'évolution de la civilisation, disons ça comme ça. Et tout au long, il y a eu évidemment cette évolution, l'évolution des outils, l'évolution de la façon de faire. Pour, après coup, ça a été utilisé dans un contexte de travail pour faire de la guerre psychologique, pour faire de l'influence. Et après coup, les médias étant comprendre la guerre cognitive, ce que j'étais sur le point de dire, c'est vraiment de comprendre où on s'en va avec ça. Qu'est-ce que ça comporte? Est-ce qu'on s'en sert dans des conflits ou bien c'est juste des arguments qu'on a sur le café au coin de la rue? Est-ce qu'à ce moment-là, on a aussi une évolution dans le dire? Est-ce qu'on a une évolution dans la façon de faire? Ou bien c'est encore une fois un élément que ça devient moderne dans la discussion que l'on a? Est-ce que les outils et les technologies utilisées, l'intelligence artificielle, la désinformation, des fakes, est-ce que ça fait partie de ces définitions-là? La réponse est oui. Parce que lorsqu'on parle de guerre cognitive, spécialement dans les dernières années avec l'intelligence artificielle améliorée, on parle justement d'augmentation de la façon de reproduire une personne, le visage d'une personne, la voix d'une personne, et après coup, si ce n'est aussi, donc on parle de voix, vidéo, image, qui va être en circulation pour influencer une personne, un groupe, n'importe qui, pour être en mesure donc de le convaincre d'aller dans une direction ou une autre. Les applications dans les conflits modernes vont être nécessairement modifiées. On l'a vu avec les conflits en Palestine et Israël. On l'a vu avec le conflit russo-ukrainien, pardon. Et après coup, on le voit aussi avec tout autre lieu de conflit, principalement Taïwan et la Chine, dans le côté sud-est asiatique. Alors, les conséquences sociales, est-ce que ça se passe juste dans des lieux en dehors de l'Europe, en dehors de l'Amérique du Nord? La réponse, c'est non. On le voit autour de nous et c'est là que ça devient très subtil parce que c'est maintenant en nous, c'est maintenant avec nous. Sun Tzu l'avait déjà mentionné il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Sun Tzu, qui est un stratège chinois qui aime beaucoup, que j'admire beaucoup parce qu'il a beaucoup de sagesse, et qui a dit « Toute guerre repose sur la déception ». Avant tout conflit, il va y avoir une forme de déception pour justement atténuer les attentes ou du moins les amplifier. Tout autant, rappelons-nous aussi l'Empire romain avec ses symboles qui étaient très forts pour être en mesure que simplement mentionner le souffle de dire l'Empire romain s'en vient. Comment est-ce que les gens étaient à ce moment-là aux aguets et anticipaient qu'est-ce que ça pouvait donner parce que
dans le passé, il y avait eu combien de saccages que l'Empire romain pouvait amener, et c'était quand même unique. Donc, plus récemment, on l'a vu dans les différentes guerres froides. Excusez, dans la guerre froide, on l'a vu dans la guerre du Golfe 1, guerre du Golfe 2, où il y a eu l'utilisation de tracts. Ici, en France, vous l'avez, il y a eu l'utilisation de tracts d'information parachutés des airs en temps de conflit. Ça fait partie, soit d'un moyen d'information de base, oui, mais en même temps, quand c'est utilisé par une autre organisation, d'influencer sans qu'il y ait de coups de feu à tirer l'ennemi, ou du moins les gens en opposition, et à ce moment-là, va faire en sorte que ça va changer l'esprit, ça va changer l'orientation, et ça peut faire justement réorienter le tout dans une autre direction. Donc, dans cette approche de l'hiérarchie cognitive, vous avez les trois sphères de bataille de base, qui sont l'élément maritime, terrestre et aérien, conventionnel, ça a toujours été depuis qu'on est monde. Et après coup, on a vu le quatrième qui est apparu, qui est l'espace. Et dans les dernières 60 ans, on a vu le cyber prendre sa place, autrement dit, la gestion de l'information, qui est devenue beaucoup plus important qu'une simple gestion de papier pour commander une paire de bas ou quoi que ce soit d'autre. Et là, une fois qu'on est avec cette gestion d'information-là, on a beaucoup plus aussi à penser comment est-ce qu'on va la manipuler, cette information. Est-ce que c'est nécessaire de la manipuler? Bien, on est dans un contexte qu'il y a une manipulation à faire. Pensez juste un instant. Vous êtes tous probablement des acheteurs chez Amazon, j'imagine. Quand ça a commencé, Amazon, c'était quand même noble. On commande en ligne, met ça dans une boîte, ça nous arrive, fantastique. Mais au-delà de cette commande facile à imaginer, comment est-ce qu'Amazon peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire comme analyse? Bien, l'analyse sur quand vous vous êtes présenté sur le site web, quand vous avez fait une exploitation de l'information, regardez d'autres options, ils font une myriade de collectes d'informations, ce qui fait en sorte que, OK, Amazon, ce n'est pas un élément négatif ici, mais c'est juste que à partir de l'élément cyber, ils sont en mesure à ce moment-là de digérer beaucoup plus d'informations et s'en servir pour, après ça, vous influencer, commercialement parlant, pour vous faire, soit acheter davantage, vous garder à l'intérieur de la plateforme. Donc, c'est un peu là qu'on s'en va avec l'idée. Et par chez nous, nous sommes présentement au Canada en période électorale et dans l'élément d'évaluation de la menace, il a été dénoté, ça c'est une évaluation qui date du 6 mars dernier, qui cite comme quoi il y aura davantage de tentatives d'influence indues par l'intelligence artificielle. Alors, les autorités canadiennes sont déjà au fait, sont déjà en place avec des équipes de spécialistes pour être en mesure de protéger justement les électeurs, les candidats envers des influences de l'extérieur. J'ai mon candidat de mon comté qui a été justement reçu avec une lettre d'un groupe pro-palestinien qui voulait que ce candidat soit... endosse la cause palestinienne, etc. Donc, c'est des genres de choses comme ça qu'aujourd'hui, tous les candidats sont aux prises avec, des candidats, je veux dire, n'importe qui, et on doit faire le part des choses. Est-ce que ça a sa place ou pas? À titre d'exemple, dans ces statistiques-là, on peut y voir facilement une croissance. Ici, on a en 2024 qui est en orangé, la campagne de désinformation synthétique qui a augmenté de 14 à 27 %. Les campagnes de réseau de zombies, donc de 6 à 16 %. Un réseau de zombies, c'est des ordinateurs qui sont compromis parce qu'ils ont été malheureusement pris d'assaut. Et une fois qu'un ordinateur devient compromis, zombie fait partie d'un botnet. Un botnet va faire en sorte que ça va être du matériel qui va être disponible, en guillemets, sur le dark web, et vous pouvez louer
des botnets pour être en mesure de livrer des cyberattaques, quels qu'ils soient, de type de lead service. Et les campagnes de harcèlement facilitées par l'IA ont augmenté clairement depuis rien avant. Et là, l'intelligence artificielle, on la voit, qui se manifeste davantage. Donc, la guerre de l'information manipule l'information elle-même pour gagner un avantage, toujours. Et pour qui cet avantage-là? C'est certainement pas pour nous, ça c'est évident. La guerre psychologique cherche à influencer directement les émotions et les croyances. Si vous pensez que vous n'êtes pas à risque, imaginez juste un instant la dernière conversation que vous avez eue qui était très polarisante. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le sujet de l'heure ici à Lille ou en France, mais si jamais vous dites, on recommence à faire un débat sur, excusez, je lance ça comme ça, les gilets jaunes, est-ce que ça aurait sa place? Est-ce que ça enflammerait les passions encore pour faire en sorte qu'on aurait de la difficulté à regagner l'état social dans lequel on vit présentement? Donc, c'est des éléments comme ça que ça va toujours venir de l'extérieur de façon subtile pour alimenter un sujet, ou du moins l'argument. Et la guerre cognitive vise plus profondément les mécanismes de pensée pour être en mesure, donc, de changer la façon d'être. Alors, quand on regarde ici, on a la comparaison des différents types de conflits. Vous avez la cyberguerre qui est en haut complètement à droite. Donc, ça, c'est les attaques, les cyberattaques, les dénis de service, etc. Donc, technique au complet. Et après coup, vous avez à gauche la guerre de l'information, la guerre cognitive et la guerre hybride. Alors, pourquoi qu'on met ça dans un contexte militaire? Puis, je vous ai mélangé ça tout à l'heure avec un aspect, une approche mercantile, une approche commerciale. C'est que, de moins en moins, on va dissocier les deux. Rappelez-vous, au début, je vous ai présenté comment ça s'est préparé, comment ça s'est fait lors de la guerre, durant la guerre froide, les guerres du Golfe, etc. Puis là, ça, c'est des termes de guerre psychologique. Et là, on arrive aujourd'hui, on est en 2025, on approche et c'est indissociable. Je pense que vous avez entendu parler d'un petit logiciel Signal là, dernièrement qui peut être utilisé à des fins malveillantes si jamais ce n'est pas les bonnes personnes qui s'en servent. Signal en passant, c'est une très belle application. Vous avez entendu parler de l'histoire de Signal? Oui, OK, parfait. Et c'est juste le point là-dedans, c'est que vous avez à ce moment-là, ce n'est pas parce que c'est un contexte de conflit, un contexte de guerre militaire que ça peut être pas un contexte utilisé donc dans le commercial. Alors, lorsqu'on mixe la cyberguerre avec la guerre de l'information, c'est là qu'on a des opérations d'influence. Ces opérations d'influence, vous les avez lorsque vous avez une organisation qui va cibler ce groupe et après coup va le faire faire un changement d'attitude, un changement d'agenda pour les pousser dans une autre direction. Alors, cette réflexion résume quand même assez bien. Armer le cerveau conduira inévitablement l'établissement du système de commandement connu sous la perception qui précise la prise de décision, la prise de décision et l'attaque. Ce qui établira tout nouveau mode de combat global, cerveau, terre, mer, espace et ciel. Donc, la cible primaire de tout événement cognitif est vraiment le cerveau. On a vu, lorsqu'on a un contexte de combat terrestre, évidemment, c'est des éléments terrestres qui vont être perceptibles, visés, anticipés. Mais dans le cyber, c'est des adresses IP, des appareils connectés, peu importe c'est quoi, des ondes RF pour le Wi-Fi, etc. Mais le cerveau, la guerre cognitive, c'est vraiment d'atteindre le cerveau. Comment est-ce qu'on y va? Comment on atteint le cerveau? C'est vraiment par le passage de l'information. Comment est-ce qu'on passe l'information aujourd'hui? On a quand même beaucoup de moyens. On est inondé de moyens. Si on entend l'environnement présentement autour de nous, c'est quand même très bruyant, ce qui reflète l'Internet, la façon que l'information est poussée. C'est du n'importe quoi qui est généré autour de nous.
Donc, la manipulation d'information, ce n'est pas d'hier. On sait que l'information, pour faire pencher d'un côté comme de l'autre, rappelons-nous, il y a 400-500 ans, c'était les groupes religieux qui étaient à la tête et qui géraient l'information pour, après ça, orienter les peuples dans peu importe où ils s'en allaient. Et ça, c'est maintenant révolu. C'est devenu, à ce moment-là, tout ce qui est ordiné, qui vient faire à ce moment-là ce passage d'informations et pour influencer. Si vous prenez les nouvelles, autrement dit, les canaux de nouvelles, c'est certain que certains de ces canaux de nouvelles-là vont avoir un biais. Il va y avoir un éditorial derrière. Est-ce que c'est le message qui est passé qui est le meilleur une fois qu'il est lancé l'éditorial, ou bien il y a quelque chose d'autre à aller découvrir? Donc, dans ces biais cognitifs, on peut trouver facilement donc qu'il y a à ce moment-là les ancrages émotionnels qui vont être ou qui vont être locales ou qui vont être par les croyances. Alors, si ces éléments, ces fondamentaux sont ébranlés par, encore une fois, soit des prises de connaissance ou, encore là, des mauvaises rumeurs, bien, c'est là que tous les gens vont arrêter de croire, justement, et vont dire tout simplement, qu'est-ce qui est le bon message? Le message aussi risque d'être décousu. Pour aider à faciliter le tout, il y aura à ce moment-là l'utilisation d'algorithmes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est évidemment TikTok. TikTok est Douyin en Chine. Douyin est une plateforme d'éducation. TikTok au Canada, à l'extérieur de la Chine, est une plateforme de divertissement. L'algorithme est pourvu de pouvoir nous éblouir ici et nous distraire au lieu de nous éduquer et après ça, nous faire quelque chose d'intéressant. Ça, c'est la meilleure des plateformes avec laquelle ils maîtrisent très bien le message. Et l'avantage, c'est que c'est une compagnie où le Parti communiste chinois a une influence directe sur la compagnie. Et si jamais il voudrait mettre un petit différent, bien, il pourrait le faire. Et l'objectif ultime, c'est la prise de contrôle du mental, autrement dit, puis faire ce qu'ils veulent. Présentement, je ne connais pas les enjeux politiques ici en Europe, mais il reste que ce sont des enjeux qui doivent prendre place et plutôt laisser place à beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations qui vont faire en sorte que ça va être la désinformation et la mésinformation qui peuvent prendre place. Celle-ci prend la forme justement de fausses nouvelles, de faux renseignements et après coup, qui est habilité à aller vérifier et de contre-vérifier l'information. Si vous et moi, nous sommes habilités à aller lire l'information de différentes sources, qui est une bonne pratique, parfait, on va être capable de se faire une meilleure tête. Mais quand que la majorité de la population ne va simplement à une source et se branche à une antenne pour écouter l'information qui provient, bien, quelle autre source pourrait être comparée si jamais c'est la bonne ou non la bonne? Donc, l'intelligence artificielle va accentuer le tout. Le big data est l'accumulation de toutes ces données-là et qui, a posteriori, pourra être analysé, pourra être utilisé dans l'utilisation d'analyse et, d'après ça, d'amélioration de cette intelligence artificielle. Les deepfakes, comme on a su, font partie de notre quotidien. Et dans notre quotidien, va faire en sorte que faut doubler d'efforts pour protéger justement l'intégrité de notre information et surtout s'assurer qu'on voit la bonne information. Je vais juste passer un peu. On m'a dit qu'il me reste 2 minutes. Donc, dans le contexte électoral, c'est le premier exemple qui est notable. Vous avez même plus de 50% des démocraties sur la planète dans les 18 derniers mois ont été en élection et ont tous subi de la désinformation partout sur la planète. Ça a été noté. À différents degrés, de différentes sources, là, ça va de soi. Mais l'utilisation des technologies aussi a accentué le tout.
Vous aviez par le passé une élection qui se répertoriait dans un coin de la planète par la communication qui était très élémentaire. Ça ne se répandait pas partout en un clin d'œil. C'est là que c'était sectorisé. Maintenant, avec les conflits surtout, vous avez à ce moment-là ça ne prend pas de temps qu'il y ait un embrasement. Justement, dans le conflit palestino-israélien, il y avait à certains moments une proportion environ 2/3 de groupes pro-palestiniens qui généraient de la désinformation envers Israël, envers tous ceux et celles qui appuyaient Israël, versus le contraire. Et c'est ça qui faisait en sorte que qui croire et quelle façon de faire, autrement dit, de prendre un média social, puis de l'amplifier, puis de faire rouler le message constamment. À un moment donné, les gens qui ne sont pas trop éduqués sur le sujet feront en sorte qu'ils vont croire que c'est la vérité, alors que c'est sans fondement. Donc, les impacts, c'est que définitivement, nos démocraties sont directement affectées. Et après coup, nos croyances envers les institutions. Qui croit encore que le gouvernement est en contrôle de la situation? C'est drôle à dire, mais ça nous amène à prendre des réflexions de la sorte. Les effets de confiance sur les médias et les gouvernements par rapport au message qui est généré. On va toujours douter de qu'est-ce qu'ils nous apportent. Et après coup, les conséquences psychologiques, donc la confusion, l'anxiété, les pertes de repères. Autrement dit, ce n'est plus qu'est-ce qu'on a connu dans notre jeunesse, c'est une autre réalité. Et il n'y a pas de point d'ancrage très fort qu'on a connu dans notre jeunesse, qui aujourd'hui, ça devient futile, ça devient fluide, ça passe à autre chose. Donc, vers où nous dirigeons avec ça, nous avons à ce moment-là les nouvelles technologies qui vont contribuer à ce que nous ayons quand même une belle évolution dans l'utilisation de cette technologie. J'aime beaucoup travailler avec celle-ci, mais personnellement, l'intelligence artificielle, elle me fait peur. Elle m'effraie parce que c'est un type de logiciel, c'est un type de technologie qui devrait être encore en laboratoire, mais qu'on retrouve partout, mainstream, dans nos poches, juste pour dire, mais en même temps, partout sur la planète. C'est là qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gardes-barrières qui ne sont pas là encore et ça évolue à une vitesse fulgurante. L'émergence d'acteurs privés non étatiques, ça fait en sorte que les services de sécurité, pour ne pas dire les services de police de nos environnements, ne pourront pas nécessairement faire affaire avec, justement, ceux et celles qui sont derrière les auteurs de cybercrime ou tout simplement d'harcèlement, parce que ce sont encore là des non-étatiques qui vont, encore là, sous l'anonymat de toutes sortes de couverts, continuer à aller se promener et, comme bon leur semble, faire peur, encore une fois, à tous et chacun. Et la menace cognitive repose sur la symétrie des visions du monde. Alors, si il y a des gens qui ont des oppositions, des idées en opposition, ça leur est un choix intéressant, tout simplement de les lancer juste une mauvaise idée, et après ça, ça fait changer le cours des événements. Alors, la désinformation est une technique essentielle dans la guerre cognitive, car elle affecte directement la cognitive, la pensée cognitive, et à cette photo, on doit rajouter un 5e cheval maintenant, qui est le cheval, autrement dit, là, on a la guerre, la famine, la peste et la mort, mais on doit rajouter la mésinformation au bout qui va venir régner sur la Terre. Et pour conclure, soyez pas dupes, développez une éducation critique, faites attention avec qu'est-ce que vous contactez et on a malheureusement l'odieux, la charge de refaire constamment une réévaluation de qu'est-ce qui nous est présenté afin d'en déterminer est-ce que c'est valide ou pas, quelle est la source, où provient cette source-là, et est-ce que cette source-là, elle est véridique ou non. On est malheureusement, on ne peut pas prendre pour acquis qu'est-ce qui vient en ligne va être la vérité. Alors j'aime dire avec quand même humour, comme quoi que sur Internet, c'est la vérité, mais c'est aucunement ça, là. Alors, les outils de fact-checking, ça va en être quelque chose de très commun autour de nous. Alors, on le voit très mal.
je n'oserais pas avancer dans ce tableau-là. Mais je laisse la place aux questions s'il y en a.